Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Jean-Pierre Levade. Bonjour. Bonjour. Toujours un plaisir de vous avoir et de parler Partagé. ensemble. Bon, la CFDT donc ferme la porte. Pas une surprise aux nouvelles séances de négociation souhaitées par François Bayrou. Vous comprenez le choix de la principale centrale réformiste qui se dit, on a beaucoup parlé maintenant, c'est bon, c'est à François Bayrou de trancher. Je constate que sur un sujet qui est plutôt simple à analyser, la démocratie politique française est incapable de trouver une solution depuis des années. Elle se réfugie, si je puis dire, dans les bras de la démocratie sociale avec l'idée du conclave en disant, et puis les partenaires sociaux, même chose, ils sont incapables d'arriver à un accord. Ouais. Et donc, il y a des avancées, point par point, mais il n'y a pas d'accord. Point par point, mais il n'y a aucun accord. Et surtout, on n'explique pas aux Français le caractère extraordinairement simple du problème de fond que nous avons à régler, pas seulement dans l'immédiat, mais pour les... Les Français veulent un retour pour les 30 ans à venir. Retraite à 62 ans à une écrasante majorité. Oui, mais qui leur a expliqué que c'était impossible? Qui a osé leur expliquer pourquoi c'était impossible? Qu'est-ce qui se passe si on va à la retraite, retourne à la retraite à 62 ans? Ça coûte quelques dizaines de milliards à financer. Bon, ben, et on fait de la dette, on augmente la dette. C'est ce qu'on a fait jusqu'à présent. Normalement, nous sommes en retraite par répartition. La retraite par répartition, je viens sur les éléments simples à expliquer. La retraite par répartition, ça veut dire que les actifs payent les retraites des inactifs des retraités. Et que quand il y a un déséquilibre, il faut le rétablir, soit en modifiant la répartition actifs-retraités, c'est-à-dire en jouant d'une manière ou de l'autre sur l'âge de départ à la retraite, soit en modifiant le niveau des retraites. Ou soit en augmentant les cotisations. Soit en augmentant les cotisations. C'est ce qu'elle dit d'ailleurs, Marie-Lise Léon, dans le cadre de l'équilibre du système des retraites, qui était aussi en discussion. Aujourd'hui, il y a 6 milliards et quelques de déficit sur 2030. Elle disait il faut qu'il y ait un équilibre dans les efforts financiers. Elle visait les entreprises. Ça, c'est une absurdité. Mais est-ce qu'elles ne doivent pas aussi contribuer? François Bayrou qui exclut toute hausse de cotisation salariale. Bien entendu. Mais écoutez, les entreprises, en quoi elles sont concernées par l'équilibre entre les salariés et les retraités? Pourquoi les entreprises devraient payer une partie des retraites? Au nom de quoi? Nous avons un système productif qui paye déjà en charge sociale et fiscale de l'ordre de 4 points de PIB de plus que nos concurrents européens. Nous avons un système productif qui a perdu sa compétitivité, notamment parce que chaque fois qu'on a un conflit en France, on dit les entreprises doivent payer. La compétitivité, c'est important pour les boîtes qui sont à l'export, surtout les services domestiques. La compétitivité, c'est pas, on ne concurrence pas un coiffeur qui est par un coiffeur chinois. Vous avez compris l'idée? Donc on n'a plus que des coiffeurs. Donc on supprime tout ce qui est... c'est d'ailleurs ce qui est arrivé. On n'a plus d'industrie parce que partout nous sommes en compétition avec des gens... On a un boulet au pied. On a un boulet au pied. François Bayrou, il dit qu'il est prêt à inscrire dans le prochain budget de la Sécurité sociale, donc à l'automne, les avancées. Il y a eu des avancées point par point sur les mères de famille, sur l'âge de départ sans décote, etc. On va en parler après. Donc inscrire dans le prochain budget de la Sécu à la rentrée les avancées sur lesquelles les partenaires sociaux ont réussi à s'accorder dans le cadre du conclave sur les retraites. Il cherche à gagner du temps en renvoyant le débat à l'automne, le Premier ministre? Non, je pense que c'est un peu plus profond que ça. C'est-à-dire que c'est habile quand même. Hein. C'est habile, mais il constate l'incapacité du politique d'un côté, du social de l'autre, à trouver chacun un accord global. Donc il fait, si je puis dire, des allers-retours de l'un à l'autre. Ah, les sociaux, le dialogue social a amené un certain nombre de progrès, un certain nombre de réformes intéressantes. On va les inclure dans le prochain budget de la sécurité sociale. À ce moment-là, qui va oser voter contre ce budget? Qui va oser voter contre l'amélioration du sort fait aux femmes? Oui. Voilà. Calculer retraite pour les femmes calculées avec enfants sur les 23 ou 24 meilleures années, non pas 25 en fonction du nombre exactement. Donc les quelques améliorations potentielles
qui ont été décidées. Âge de départ à la retraite sans décote, passé de 67 à 66 ans et demi. Je ne sais pas quel est le sens, mais enfin, je reconnais que, vu par les syndicats, vu par les salariés, c'est probablement un progrès. Mais donc, il reprend, il n'y a pas d'accord général, je reprends les bribes d'accords qui sont apparus et je les remets dans un budget de sécurité sociale et je dis aux socialistes, ah ben allez-y, censurez. Donc c'est habile tactiquement. Oui, bien sûr. C'est du Bayrou? Oui, c'est du Bayrou. Il s'est bien gardé, le Premier ministre, de rappeler qu'un consensus était dégagé au sein du conclave pour mettre à contribution les retraités, grâce à grâce ou à cause en tout cas, d'une revalorisation des pensions qui serait inférieure à l'inflation. On sait que c'est un truc qui est explosif, ça, mais nécessaire, parce que ça fait des économies, même si ça crée le débat. Hein. Je vais aggraver mon cas, si je puis dire. Les retraités, d'abord, qui aujourd'hui a une garantie de rémunération indexée sur l'inflation? Quand on est au SMIC, les smicards, point. C'est tout. Ouais. Je le dis de manière d'autant plus tranchée que je me suis personnellement battu quand j'étais conseiller économique de Pierre Monroy pour supprimer toutes les indexations qui pullulaient en France. Donc, personne n'a ce bénéfice, n'a cet avantage. Pourquoi le reconnaîtront aux retraités? Pourquoi le donnerait-on aux retraités? Sinon pour des raisons strictement électorales. Je continue. Parce qu'ils votent. Parce qu'ils votent. Ils sont nombreux. Les retraités, je parle de la globalité des retraités. Je ne parle pas, bien entendu, des retraités les plus aisés. Mais les retraités, globalement, ont un niveau de vie qui est à peu près similaire à celui de la moyenne de la population. Ils ont un niveau d'épargne beaucoup plus élevé. Ils représentent probablement plus de la moitié de l'épargne totale française. Ils ont un niveau de patrimoine beaucoup plus élevé que la moyenne. C'est normal, ils sont en fin de... Mais oui, c'est normal. Mais donc, pourquoi leur garantirait-on, alors qu'ils sont plus avantagés que la moyenne de la population, une indexation systématique que la moyenne de la population n'a pas? Pourquoi on leur fait bénéficier, je le dis d'autant plus que je suis retraité moi-même, donc je connais les bénéfices qui me sont accordés sans que je les ai demandés. Pourquoi les retraités bénéficient-ils d'un taux de CSG inférieur à celui des actifs? Donc les retraités doivent faire un effort, selon vous? Mais bien entendu, puisqu'ils sont plus favorisés que la majorité de la population. Ils doivent faire un effort pour que, au moins, ceux d'entre eux qui sont dans la partie de la population qui paye un impôt sur le revenu, compte tenu oui, parce avantages. Il y a plein de retraités qui nous regardent, qui se disent « Moi, je touche 1500 € de pension. » C'est pas d'eux dont je parle. On parle de qui, alors? On parle de qui? Je parle du retraité moyen qui paye l'impôt sur le revenu et qui a un patrimoine supérieur à celui de la moyenne de la population et un nombre de logements. Il est propriétaire de son logement dans 2 cas sur 3. Il représente les 2/3 de l'épargne. Il faut qu'il fasse un effort. Et en particulier, qu'il renonce aux avantages, aux niches fiscales. Il y a une remarque que je fais au passage. Les niches fiscales, est-ce que je peux rappeler quelque chose de simple? Les niches fiscales, ça ne profite qu'aux gens qui payent l'impôt. Donc, quand on supprime une niche fiscale, on ne frappe pas la partie de la population la moins favorisée. Pourquoi les retraités riches ou aisés disposent-ils d'une niche fiscale? CSG réduite. CSG réduite plus réduction de 10% de l'impôt sur le revenu. Jean-Pierre Levade, il y a une motion de censure qui sera déposée par les socialistes, qui sera examinée demain à l'Assemblée nationale. Elle ne devra pas faire tomber le gouvernement, puisque le RN ne devrait pas la voter. RN, dont le parti, d'ailleurs, veut abroger la retraite à 64 ans. Quelle est la stratégie du RN là-dedans, en matière économique? Le RN change lentement de stratégie. D'abord, ce sur quoi ils comptent politiquement, et ils sont en train de gagner, c'est un désordre généralisé de la démocratie politique française, qui leur permettent de dire « il n'y a que nous qui sommes capables de gouverner, donnez-nous le pouvoir et vous allez voir le changement ». Puisque tous les autres
se sont manifestés par leur impuissance. Donc ça, c'est la stratégie politique. La stratégie économique est en train de changer, c'est-à-dire que le RN normalise. Il se normalise justement sur le point sensible dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire sur la relation avec les entreprises. Donc le RN commence à dire que l'appareil productif, c'est quelque chose d'important. Donc il va essayer de gagner des voix, disons, à droite, sur la droite traditionnelle. Mais comme la prochaine élection, elle se jouera nécessairement entre la droite et l'extrême droite, la stratégie du RN est plutôt habile. François Bayrou, hélas, en tout cas, hélas. Pour l'instant, François Bayrou se retrouve, comme Michel Barnier avant lui, dans les mains de Marine Le Pen. Exactement. Puisqu'il a perdu son soutien du Parti Socialiste. Exactement. Et donc les mêmes causes produisent les mêmes effets? Sachant que pour l'instant, s'il y avait une dissolution, Marine Le Pen ne pourrait pas se présenter. D'une certaine manière, la bêtise gigantesque de Marine Le Pen au Parlement européen avec le détournement des fonds nous a provisoirement mis à l'abri d'une arrivée immédiate de Marine Le Pen au pouvoir, en particulier dans l'hypothèse d'une dissolution, puisqu'elle ne pourra pas se représenter comme députée. Ouais. Mais ça n'enlève rien au danger à terme de l'arrivée du RN au pouvoir par simple impuissance des autres partis. Qu'a produit le gouvernement Bayrou jusqu'à présent, à part de la stabilité politique, ce qui est déjà ça, vu ce qu'on a vécu? J'aurais tendance à dire rien d'autre. Rien d'autre. Mais c'est ce que j'ai trouvé en fait. J'ai pas trouvé autre chose. Mais peut-être meilleur que moi. Donc, non, j'ai rien trouvé. Le 14 juillet, autour du 14 juillet, peut-être le 15 ou le 16, François Bayrou va présenter son plan d'économie, le fameux plan d'économie 14 milliards d'euros. Il se murmure que ce sera un plan radical, avec pas de hausse d'impôts, et là pour le coup de vraies économies. Vous y croyez ou pas du tout? Pas du tout. Ça vous fait ricaner? Pas du tout, oui, je ricane. Je ricane. Nous avons 6% du PIB à peu près de déficit budgétaire, un peu moins, 5,5. Hein, ouais. bon. On a une dette qui représente 114% du PIB, 114% du PIB. Et je pense que les mesures proposées de François Bayrou, je ne le critique pas là-dessus parce que je pense qu'il n'a pas d'autre solution, sont complètement insuffisantes, même à supposer qu'il arrive à trouver ces 40 milliards d'euros, complètement insuffisantes. Et qui votera ça en plus, pardon, ce qu'il va proposer, c'est une chose. Mais personne ne le votera. Et donc et donc la France est en train de se précipiter effectivement dans les bras des extrêmes, c'est-à-dire en fait du Rassemblement national. À partir du moment où eux-mêmes, ils ont les mêmes affaires à gérer, il y aura ce même mur de déficit et de dette. Oui, mais ils vont dire, nous sommes sérieux, faites l'expérience. Ils n'ont jamais été au pouvoir, donc on ne peut pas leur reprocher un passif qu'ils n'ont pas. Oui, mais sur les économies, ils ne pourront pas proposer un plan à 40 ou 50 milliards d'euros d'efforts, alors qu'aujourd'hui, ils disent le pouvoir d'achat, les retraités, on ne touche pas, etc. On ne touche pas... Ils sont dans l'opposition. C'est quand même les gens qui sont au pouvoir ou qui veulent explicitement, ou qui l'ont été, ou qui veulent y revenir, de proposer des mesures globales. Pourquoi je pense que c'est complètement insuffisant? Il y a un phénomène nouveau dont personne ne parle, qui fait que les mesures progressives étalées sur 4 ou 5 ans de François Bayrou, je n'y crois pas. La France craquera avant. Pourquoi? Il s'est produit un événement majeur. Pendant 20 ans, suite aux différentes crises internationales qui sont advenues, plus le fait que nous sommes rentrés dans l'euro, ce qui a été très bon pour les taux d'intérêt au moment français, au moment où on est entré, tout ceci fait que pendant 20 ans, on était dans une situation complètement anormale, où les taux d'intérêt étaient très inférieurs aux taux de croissance. Ouais, et où donc, maintenant c'est le contraire. Donc plus on attend, et plus chaque année, le taux d'intérêt payé sur la dette française va augmenter par rapport au taux de croissance. Donc plus on attend, et plus le trou, si je puis dire, va se creuser.
Et donc il ne faut pas croire que nos prêteurs, ils vont regarder ça comme si de rien n'était. Plus on attend, plus le taux d'intérêt français va augmenter. Et donc plus on va avoir du mal à combler un trou qui nécessiterait une action assez dure, rapide. Quelles sont les chances pour François Bayrou de faire passer son plan d'économie? À supposer qu'il y en ait encore une fois à l'Assemblée. Moi, je vous dis juste comment c'est possible. Non, je pense que ça ne passera pas. Je ne vois pas... Qu'est-ce qui passera le Noël? Je crois que c'est 2 tiers des Français qui ne le voient pas passer au-delà de Noël à Matignon. Non, mais je pense que l'analyse est... Il tombera sur le budget? Il tombera sur le budget. Il a une astuce juridique qui permet, si au bout de, je ne sais pas combien, 70 jours de délibération, le Parlement n'a pas conclu, il peut prendre des décisions budgétaires par ordonnance. Donc il peut y avoir une motion de censure après, mais le budget, dans ce cas-là... Ouais. Pourquoi ça n'a pas été utilisé par Michel Barnier, ça? Parce que Barnier, il était trop sincère, si je puis dire, trop direct, trop etc. Hein. Il a cru qu'il fallait soumettre immédiatement au Parlement. Là, si vous faites traîner le jeu suffisamment longtemps, ça il sait faire. Vous pouvez faire approuver votre budget, enfin, pas le faire approuver, vous pouvez le décider par ordonnance. Voilà, mais ça serait le boxon à l'Assemblée nationale qui estimerait qu'un contournement du... oui, mais ça existe. Oui, mais c'est une disposition c'est une disposition constitutionnelle qui existe. Ouais. D'une certaine manière, c'est moins violent que le 49.3. Mais il pourrait tomber aussi après par mais il peut tomber après. Et il tomberait après. Et s'il tomberait après? Oui, il tomberait après. Mais les ordonnances, elles sont... Elles restent. Donc le budget serait valable. Donc peut-être qu'on aura moins de... On finit là-dessus, un budget 2026 moins chaotique peut-être que celui de 2025 qui a quand même été assez... Je ne dis pas moins chaotique. Je dis il y a encore des acrobaties possibles pour le faire passer. Allez, merci beaucoup. Entretien avec Jean Peyrelevade, donc invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci à vous et bel été. Merci.